Ça peut paraître bête, mais quand tu demandes à un kiné qu'est-ce qu'il propose à ses patients en termes de renforcement musculaire, il te répondra régulièrement je sais pas trop, je vais faire 3 séries de 10, allez comme ça. Si tu ne réintègres pas ce qu'on appelle le mécanisme lésionnel, alors ça peut être le sprint, ça peut être une frappe dans le foot, ça peut être un changement de direction, ça peut être une réception de saut. Si tu le réintègres pas, donc tu passes d'une rééducation en cabinet au terrain sans être passé par là, c'est qu'il y a un truc qui déconne, quoi. Souvent, quand on va voir le kiné, on a envie d'avoir la dernière technique à la mode en termes de récupération. Alors, tout le monde veut s'acheter des bottes de récup, utiliser la cryothérapie, le dernier massage, la dernière manipulation, les floss bend, le pistolet de massage, la dernière supplémentation. Et pour moi, il y a juste 3 choses à respecter, c'est dormir suffisamment, bien manger et bien planifier ses entraînements. Une fois qu'un athlète comprend pourquoi il fait des choses, pourquoi il fait tel exercice, pourquoi il fait tant de reps, pourquoi il travaille avec cette charge, pourquoi il a besoin de tant de temps de récup, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il mange ci, qu'il mange ça, pourquoi il a besoin de dormir, s'il comprend pourquoi il fait les choses, il devient proactif sur sa manière de s'entraîner et là, tu as tout gagné. Tout vient à point à qui c'est t'attendre. Bosse, sois passionné, forme-toi et les opportunités, elles viendront forcément. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxy Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxy est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxy Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non invasif qui se place sur la peau et peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxy te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxy pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et tu peux également coupler le Moxy avec d'autres produits de testing physiologique tels que les systèmes VO2 Master, Pnoe et Cosmed VO2. Le Moxy est un produit que j'utilise depuis de nombreux mois avec beaucoup de succès et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction UPSIDE, UPSIDE pour un rabais de 5% sur moxymonitor.com/shop. Et maintenant, le podcast. Ok Rémi, bienvenue sur le podcast, comment tu vas? Super, et toi? Ouais. Non, ça va super bien. Il fait beau. On a notre première semaine d'été ici en Suisse. On a eu un temps un petit peu moyen jusqu'ici. Donc, on va pas se plaindre. Rémi, tu as commencé par quoi? La prépa physique ou la kiné? Alors, j'ai commencé par la kiné, mais j'ai toujours voulu faire de la préparation physique en parallèle. Ce qui m'animait, c'était d'être en mesure de prendre en charge un athlète de la manière la plus globale, la plus holistique possible. Et j'ai toujours trouvé ces 2 pratiques plus que complémentaires. Et pourquoi tu as choisi de commencer par la kiné plutôt que la préparation physique? En fait, je voulais bosser dans le sport et quand j'étais au lycée et que j'ai fait mes choix, je trouvais que c'était un bon moyen de mettre le pied dedans. Voilà, donc j'ai fait une école de kiné et ensuite je me suis formé en préparation physique. Tu avais toujours comme objectif de faire l'un et ensuite de faire l'autre? Ouais, si tu veux, dans mon passé sportif, je me plaisais déjà énormément à encadrer les cours en sport de combat, à coacher aussi, avec un semblant de préparation physique, parce que quand je vois ce que je faisais avant, c'était pas forcément tip-top en termes de contenu. J'ai voulu vraiment garder un pied dedans, et si tu veux, quand j'ai commencé à bosser aussi en tant que kiné, j'avais vraiment le sentiment qu'il me manquait quelque chose. Tu sais, dans mes fins de prise en charge, que ce soit en kiné ou en réathlétisation. Là où tu fais le lien, enfin là où il y a ce passage un peu délicat entre le côté un petit peu plus clinique et puis après le côté un petit peu plus terrain et appliqué, c'est toujours une transition qui est pas facile à faire. Et si quelqu'un n'a pas la chance de travailler avec quelqu'un comme toi qui a les 2 compétences, il faut beaucoup de communication entre les personnes concernées ou ceux qui vont encadrer ce processus pour faire en sorte que voilà, ça passe pas de juste et je vais
complètement vulgariser et détruire le truc, mais Ah ouais. passer d'une petite bande autour des genoux à passer à faire des sprints sur un terrain, enfin, il y a un entre-deux qui est monstrueux, mais on s'en rend pas très bien compte en fait. Complètement. C'est le fameux Bridging the Gap Ouais. que certains auteurs américains utilisent beaucoup. Mhm. Essayer vraiment de construire un pont entre nos deux pratiques, combler le vide du métier de kiné et du métier de préparateur physique pour encore une fois être en charge de prendre l'athlète de la manière la plus globale possible du moment où il se blesse jusqu'au retour terrain. Là, tu as parlé de sprint par exemple. Exactement. Donc, ben, parlons de ce gap. Vu que toi, encore une fois, comme tu l'as dit, Mhm. tu opères des deux côtés et ben, sur le pont aussi qui chevauche les deux. Pour toi, dans ta formation de kiné, qu'est-ce qui te manquait pour pouvoir être le plus efficient et productif possible sur cette transition? Et ensuite, à ton avis, deuxième question, ou deuxième partie de la question, pour les préparateurs physiques, qu'est-ce qui leur manque pour bien pouvoir faire ce pont, eux? Alors, déjà pour les kinés, je pense qu'on est vraiment on est censé être les experts du mouvement. La kinésithérapie, par définition, c'est la thérapie par le mouvement. Donc, on est très bon en anatomie, on est très bon en biomécanique. Mais après, pour l'appliquer sur le terrain, euh, en, en tout cas par rapport au contenu des formations initiales, il nous manque énormément de choses. C'est bête, mais le kiné qui sort de l'école, par exemple, il a vraiment du mal à paramétrer tout simplement une série en musculation. Ça Mhm. peut paraître bête, mais quand tu demandes à un kiné qu'est-ce qu'il propose à ses patients en termes de renforcement musculaire, il te répondra régulièrement je sais pas trop, je vais faire trois séries de 10, allez comme ça. Et donc, en termes de planification de la force, je trouve qu'on n'est pas bon du tout. C'est-à-dire que dans nos prises en charge, je sais pas, par exemple, après une opération au genou, on va faire un semblant de travail d'hypertrophie parce qu'on n'est pas trop mauvais là-dedans en réalité. Et puis derrière, pour tout ce qui est développement de la force maximale, de la puissance et le retour terrain, en réalité, il y a personne. Donc, soit Mhm. on a la chance de travailler en collaboration avec un bon préparateur physique, auquel cas on peut passer le relais. Souvent, on se retrouve avec des patients qui se retrouvent sur le terrain en n'étant pas complètement prêts. Donc, je pense que d'un point de vue déjà de la planification de la force, la formation initiale en kiné, elle n'est pas forcément bonne. Alors, je ne sais pas comment les choses ont évolué depuis. Et même pour tout ce qui est conditioning, c'est pas tip-top. Euh, Mhm. voilà, je pense dans les grandes lignes, c'est ça. Et puis, ça manque cruellement de pratique, mais aussi un peu comme la formation universitaire en STAPS. En STAPS, en tout cas, c'est les retours qu'on me fait régulièrement, que ce soit les stagiaires ou certains confrères. Donc, on passe en réalité peu de temps sur le terrain lors de la formation initiale. Donc ça, je pense que c'est ce qui manque pour le kiné. Mhm. Et pour le préparateur physique, ça serait plutôt l'inverse, c'est-à-dire que ce qui va plutôt lui manquer parfois, c'est des bonnes bases d'anatomie, biomécanique appliquée, etc. Et pour le préparateur physique qui est branché réathlétisation, prévention de blessures, c'est aussi des bonnes pas, des vraies bases en réalité presque médicales, de Mhm. comprendre les pathologies. Voilà. Ok. Tu parlais de développement de la force côté kiné. On a Mhm. aussi tout ce développement, et surtout si tu parles de sportif, tu as ce développement athlétique autour de la vitesse, autour de l'explosivité. Euh, Comment est-ce que… Et ça, c'est des paramètres que vous abordez dans la formation kiné ou pas assez, à ton Non, avis? non, non. J'ai presque envie de te dire pas du tout même. Mhm. Voilà. Moi, c'est quand j'ai fait une formation Exos. Mhm. Ça m'a vraiment ça m'a chamboulé, ça m'a ouvert les yeux, en tout cas sur tout ce qui était développement des qualités de vitesse, d'accélération, intégrer le sprint, etc. Et Mhm. c'est des notions qui étaient nouvelles pour moi. C'est presque… surtout pour des sportifs, c'est là où en général ils vont se blesser. C'est quand les choses commencent à aller plus vite que l'application de la force se fait plus rapidement. Et donc, théoriquement, en tout cas, c'est là ce sur quoi on devrait mettre l'accent pour, et tu en parles beaucoup, l'antécédent de blessure. Donc, si tu t'es blessé, il y a une grande probabilité que quand tu te reblesses, ça va être la même parce que la réathlée a peut-être pas été faite correctement. Donc, il faut vraiment encourager cet aspect de voilà, couvrir toutes les qualités physiques de A à Z pour qu'on ait le moins de chances possible de se reblesser derrière. Globalement, si tu réintègres pas ce qu'on appelle le mécanisme lésionnel, alors ça peut être le sprint, ça peut être une frappe dans le foot, ça peut être un changement de direction, ça peut être une réception de saut. Si tu le réintègres pas, donc tu passes d'une rééducation au cabinet au terrain sans être passé par là, c'est qu'il y a un truc qui déconne, quoi. Mhm. Parle un petit peu de la formation Exos que tu as suivie. Comment est-ce que tu as parlé d'un petit chamboulement de ta perspective sur les choses? Qu'est-ce que tu peux décrire un petit peu ce chamboulement? Qu'est-ce qui a vraiment changé dans ta façon de voir les choses après avoir fait cette première formation chez eux?
Alors, déjà, ça m'a assez décomplexé parce qu'en fait, j'ai vu qu'ils faisaient des choses assez simples, mais c'était le point commun que j'ai retrouvé derrière avec tous les grands entraîneurs avec qui j'ai pu échanger, c'est qu'ils font des choses très simples, mais ils les font très bien. Mhm. Des choses bien paramétrées, bien exécutées. Et donc ça, c'était le premier truc. Ça m'a décomplexé et ça m'a poussé à arrêter d'aller chercher un petit peu, si tu veux, la recette miracle dans les prises en charge de mes athlètes, mais essayer d'être fort sur les basiques, on va dire. Ensuite, je les ai trouvés très organisés dans leur structure de séance. Et je me sers encore aujourd'hui, si tu veux, du squelette qui, euh, qui, qui propose pour les prises en charge d'athlètes, surtout dans le cadre du développement de la vitesse. Ils ont une approche qui est basée soit sur le travail d'accélération. Donc c'est tip top. Et là, pour le coup, les kinés, on est pas mal là-dessus sur tout ce qui est la biomécanique pour l'accélération, la production de force horizontale, etc. Mhm. Ils ont un autre module développement de la vitesse, ils appellent ça Absolute Speed, et un autre module sur les changements de direction, si tu veux. Et ils font leur séance de manière dissociée en ce qui concerne le développement de la vitesse, en choisissant donc soit l'accélération, soit le top speed, soit le changement de direction. Donc ça, je trouvais ça très bien fait, très bien organisé, très bien structuré, avec à chaque fois une partie drill, avec une partie plio, ensuite avec une partie bête et méchante de répétition de sprint, etc. C'était vraiment bien foutu. Et pour tout ce qui est développement des qualités de force, c'était vraiment pas mal. En plus, il faisait vraiment le lien avec ce que tu faisais en salle de musculation et derrière ce que tu faisais sur le terrain. Mhm. Par exemple, si, pour faire le lien avec une séance d'accélération, en salle de musculation, pareil, on va se focus sur le développement de la production de force horizontale, je sais pas, par exemple avec des hip thrusts, avec des broad jumps, et puis derrière on voit le lien avec ce qu'on propose en termes de drill sur le terrain, pareil pour les changements de direction, pareil pour le top speed, etc. Voilà, donc vraiment dans la structure des séances, et puis aussi moi je suis un grand consommateur de formation, et aussi dans l'approche US, dans la pédagogie, j'ai vraiment trouvé ça très bien, et ça a vraiment bouleversé ma pratique. Quand tu as pris cette formation, tu étais encore uniquement kiné ou tu avais déjà fait cette transition vers la préparation physique? Alors, je faisais déjà un peu de préparation physique. Je faisais surtout beaucoup de réathlé, si tu veux. Mhm. Et je pense m'être heurté à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais? Voilà, là, je prends en charge un athlète au cabinet. Il va mieux, il n'a plus mal, les imageries, elles sont tip-top. On a fait du renfort. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et du coup, ça m'a vraiment permis de faire la transition entre le cabinet et le terrain. Et donc, je suis passé, après ces premières formations, à une prise en charge, on va dire 50-50 kiné, prépa physique. Mhm. Et à l'heure actuelle, je fais 80% de préparation physique. Là, Ok. je fais plus de kiné en libéral. J'en fais encore quand je suis avec l'équipe nationale algérienne de football. Et Mhm. j'en fais encore, mais pas de manière dissociée, si tu veux, avec mes athlètes en préparation physique, s'il y a un petit bobo, si je dois intégrer de la prophylaxie, etc., etc. Ouais, c'est ça qui est génial quand tu as les deux compétences, c'est que tu peux passer d'un à l'autre sans devoir changer de praticien, aller voir quelqu'un d'autre, booker une séance, etc. C'est que tu as vraiment tous les outils, du micro au macro, on va dire, pour parler simplement, pour vraiment aider tes athlètes, peu importe où tu es sur le terrain, dans la salle de sport, etc. Tu as parlé des bases de la prise en charge que cette formation Exos t'a amené, notamment pour toi à l'heure actuelle, si tu devais décrire les bases pour toi, que toi, tu aimes utiliser et mettre en place quand tu prends en charge un athlète, ce serait quoi? Alors, à l'heure actuelle, si tu veux, j'ai construit ce que j'estime être mon propre système, ma propre méthodologie. En gros, Mm. je suis allé piquer des items. En réalité, j'ai rien inventé. J'ai vraiment piqué des items dans différentes formations à gauche, à droite. Et puis après avoir échangé avec des athlètes. Mais je suis encore sur, si tu veux, sur le squelette de ce que propose Exos. Alors, eux, ils ont une partie qu'ils appellent Pillar Prep. Moi, donc, j'ai toujours ma partie mobilité, warm-up, prophylaxie. Ensuite, j'ai ma partie où je vais venir développer mes différentes qualités de force de manière ondulatoire avec la plupart de mes athlètes et en fonction des sports. Ensuite, j'ai toujours la partie core training qu'eux appellent accessory work. Et j'ai gardé aussi leur système pour le travail de conditioning, l'ESD, Energy System Development. Voilà, ça, c'est ma structure de base pour quasiment toutes mes séances de préparation physique. En tout cas, quand je fais des séances en salle. Voilà, pour les séances terrain, c'est encore autre chose. Mm. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai vraiment gardé, c'est cette structure que je me force à appliquer. Aussi dans le choix des patterns
sur mes séances de musculation. Alors, si je te dis pas de conneries, ça vient aussi d'Exos. Mhm. J'ai gardé aussi leur organisation, tu sais, où sur une séance, tu vas faire un exercice au bas du corps, lower body. Donc, soit tu tires, soit tu pousses. Donc, quand tu tires, c'est le hinge. Ils appellent ça le lower body pull. Et avec les membres supérieurs, je viens pousser upper body push. Et je varie comme ça d'une séance à l'autre. Comme ça, je suis sûr d'avoir un équilibre, si tu veux, agoniste-antagoniste dans la création de mes séances. Voilà, ça, c'est aussi un truc que j'ai gardé d'Exos. Et je sais que tu travailles pas mal en boxe, sport de combat et comme tu as dit aussi également en foot. Est-ce Mhm. que quand on parle de renforcement, tu privilégies du travail, notamment sur le bas du corps, est-ce que tu privilégies du bilatéral ou plutôt de l'unilatéral ou un bon mélange des deux en général? Alors, pendant longtemps, j'ai essayé de faire quasiment que de l'unilatéral. Ça, c'était après avoir fait la formation de Mike Boyle, Ouais. CFST, donc il avait fait le level 1 et 2. Alors lui, il est anti-back squat, par exemple. Euh, il t'explique que c'est un exercice qui est traumatogène, en gros, que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Il a cette fameuse phrase où il te dit que essaye de me trouver un sport où tu as les deux pieds au sol en même temps. Et donc, il est très, très axé de travail unilatéral. J'avais trouvé ces arguments pas complètement déconnants. Donc, je faisais bouffer des lunges dans tous les sens à mes athlètes, des split squats, etc. Maintenant, j'essaie d'avoir un équilibre où je fais une séance bilatérale, l'autre séance unilatérale, que ce soit pour les membres inférieurs, pour les membres supérieurs. Mhm. J'essaie d'avoir une séance où je produis de la force horizontale et la séance d'après plutôt verticale. Voilà, toujours pareil. Comme j'ai un équilibre agoniste-antagoniste, j'essaye aussi d'avoir un équilibre dans mes angles de production de force. Ouais, donc comme tu as dit, une approche assez globale où tu essaies de, on va dire, cocher toutes les cases en gardant en tête que quand tu fais de la préparation physique, que tu es en salle, du renforcement, du travail explosif de puissance, c'est du travail, entre guillemets, général, c'est jamais du Complètement. travail extrêmement spécifique. Et donc, en gros, comme tu as dit, il faut faire les bases, mais il faut les faire bien, faut bien cadrer le truc, il faut bien établir tes progressions, mais faut pas non plus penser que parce que tu fais un split squat, c'est hyper spécifique au foot, ou etc. Non, pas du tout. Ouais. Complètement. Complètement, complètement. Et encore, le foot, c'est vraiment un univers à part hein, par rapport au MMA ou par rapport à d'autres sports. On a quand même cette culture de la préparation physique, en tout cas en termes de développement des différentes qualités de force. Moi, quand j'ai commencé à bosser avec des footeux, j'étais vraiment surpris d'avoir des mecs parfois qui avaient entre 25 et 30 ans et qui ne savaient pas faire un squat, quoi, ni un soulevé de terre. Et voilà, donc pour le coup, on doit vraiment sortir la caisse à outils, être capable de dégainer un bon système de régression-progression Mhm. avec les athlètes dans le football, surtout quand on a à prendre en charge beaucoup de joueurs. Mais pour le coup, comme c'est nouveau aussi pour eux, ben, c'est un super levier de progression, même à un âge avancé. Et c'est en partie ce qui m'a vraiment plu avec la prépa physique dans le foot, c'est d'être capable de faire progresser des mecs à un âge avancé. Alors ils ont l'impression que c'est magique, mais en fait c'est juste que c'est des choses qui n'ont pas été mises en place. Ouais, parlons un petit peu de prépa foot, vu qu'on est dessus. Donc, tu travailles avec l'équipe nationale d'Algérie, tu as mentionné ça avant. Tu travailles avec d'autres athlètes, d'autres joueurs de foot également à côté ou c'est uniquement avec la… Alors, je continue à prendre en charge des joueurs en individuel. Mhm. Là, j'ai consacré une partie de mon été à ça, justement, la fameuse pré-saison. Euh, j'ai réduit mon activité depuis que je suis en équipe nationale d'Algérienne. Avant, je faisais beaucoup ça, donc je faisais énormément de prise en charge individuelle de joueurs de foot. Donc, je me déplaçais chez eux en général. Voilà. En équipe nationale, donc je suis kiné, je suis en charge de la réathlétisation. Et pour la partie préparation physique, je m'occupe du travail en salle, de la réathlé et de Mhm. la prévention de blessures. Et tout ce qui est terrain, c'est pas moi qui le fais. Ok, donc parlons de prévention de blessures pour commencer. Je vais revenir sur ce que tu fais en salle de force. Mais donc pour la prévention de blessures, qu'est-ce qui est négligé à ton avis à l'heure actuelle ou qu'est-ce que toi tu vois comme un ou deux éléments qui sont en général négligés par les footballeurs quand on parle de prévention de blessures? Alors, déjà la force, de manière générale. C'est-à-dire que quand tu parles de séance de force parfois avec le genre de foot, ben, ça va être des petits circuits training avec beaucoup de mouvements mono-articulaires, analytiques, parfois mal exécutés, sans contrôle, dans de faibles amplitudes, etc., etc. Parfois, tu sais pas trop ce qu'ils foutent là en réalité quand ils sont en salle de musculation. Tu sais, traditionnellement, les mecs, ils arrivent en salle juste avant l'entraînement. Alors, il y a ceux qui sont à fond dedans parce qu'ils ont fait la bonne rencontre au bon moment. Et donc, du coup, qui bossent. Et puis, tu en as beaucoup qui sont là un peu pour meubler le temps. Ça met de la musique, ça discute, etc. Ça se passe beaucoup comme ça dans les clubs. Souvent, ce qui est fait en termes de prévention, c'est de la proprioception un peu timide et du renfort, souvent un peu mal exécuté, mal paramétré, voilà, sans vouloir tirer sur mes confrères.
et ou sur les joueurs de foot. Mais Mm. à mon sens, c'est ce qui déconne le plus. Euh, voilà. Ce qui manque aussi, c'est les sprints. Mm. T'en as parlé tout à l'heure en introduction. On sait que dans la prévention de blessures, et notamment dans la prévention des lésions aux ischio-jambiers, hein, c'est vraiment une des blessures qu'on retrouve le plus dans le football. Parfois, les athlètes ne sont pas assez exposés au sprint, donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut faire défaut. Voilà. Mais globalement, le renfort, de manière générale, ça déconne. Mm. Et tu as parlé de cet aspect culturel hein, du foot qui est peut-être pas autant axé sur la préparation physique, sur le renforcement un petit peu plus lourd, sur le travail de sprint en tant que tel par rapport à d'autres sports. Est-ce que tu sens cette culture qui évolue gentiment ou est-ce que ça a du mal à rentrer dans les mœurs? Alors, ça dépend vraiment des clubs, ça dépend des pays, etc. Mais dans le foot, il y a encore des idées reçues, hein, notamment que le travail de force, ben, ça va te ralentir, que tu risques de te blesser parce que tu ne sais pas faire, tu ne sais pas bouger. Mais ça, je pense que c'est de notre faute, les préparateurs physiques. C'est à nous de faire le taf. Il y a aussi ces idées reçues que le joueur il joue toutes les semaines ou tous les 3 jours, et donc il n'y a pas la place pour ça. En réalité, c'est juste qu'ils y sont pas préparés. Et une fois qu'ils ont mis le pied dedans, en réalité, ils deviennent vite accros. J'ai même des joueurs maintenant que j'essaye de modérer par rapport à ça. Voilà, donc je pense que le problème, c'est vraiment ces idées reçues et de la part des joueurs et de la part de certains staffs et certains entraîneurs aussi qui peuvent être un petit peu vieille école. Et je pense aussi, euh, après avoir échangé avec différents staffs, que parfois les préparateurs physiques sont un peu timides dans le monde du foot. C'est-à-dire que tu arrives dans le foot et, et tu peux avoir du mal à venir avec un vrai projet dans le sens où tu as peur un peu pour ta place, tu n'as pas forcément envie de faire de nouvelles choses, tu n'as pas forcément envie de prendre des risques en salle de musculation et tu te retrouves vite en réalité à faire comme ton prédécesseur. Voilà mes explications, mais on a peut-être d'autres. Quand tu parles d'introduire du travail de renforcement avec des joueurs qui n'ont pas ou très très peu d'expérience dans ce domaine-là, quels sont en général tes exercices clés que tu vas utiliser en premier? Euh, on sait tous que c'est facile d'utiliser des exercices qui sont complexes, qui sont compliqués, mais c'est vrai aussi que pour des gens qui n'ont pas d'expérience avec du travail de renforcement, comme tu as dit, il y a des gains qui sont faciles à faire au début, mais il ne faut aussi pas brûler les étapes et leur donner les exercices qui vont leur faire du bien à ce moment-là, pas les exercices flashy que tout le monde veut faire. Donc, toi, où est-ce que tu commences par rapport à ça et comment est-ce que tu progresses? Alors pour moi, c'est pareil, c'est big on your basic. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de faire en sorte déjà qu'il maîtrise les patterns de mouvement de base. C'est con que le mec soit capable de faire un squat correct, un soulevé de terre bien propre, pareil sur les mouvements de haut du corps. Si jamais je suis en plein dans la saison et que mon athlète il n'est pas capable, par exemple, de descendre sur un squat, ben, je ne vais pas attendre plusieurs mois avant qu'il soit capable de me faire un full squat pour bosser. Je vais lui proposer un système de régression, donc d'autres exercices pour quand même bosser. Je vais essayer de voir ce qui déconne chez lui et mettre en place du travail de mobilité. Donc, je n'ai pas d'exercice type, et j'en ai jamais d'ailleurs, surtout quand je travaille avec un groupe. En général, ce que je fais, c'est que je crée ma séance et celui qui n'est pas capable de bouger, ben, je lui propose une régression. Voilà. Mais pour moi, c'est fondamental déjà de maîtriser tous les patterns de mouvement de base. Et je pense que tous les footballeurs gagneraient à bouffer du squat lourd, bien exécuté, bien paramétré dans toute l'amplitude articulaire, etc. Et pareil pour les différents lifts en réalité. Voilà. Pour le développement de la puissance, c'est pareil. Hein. Il y a des outils qui sont extraordinaires. Hein. Je ne sais pas moi, l'haltéro par exemple. Va faire de l'haltéro un footeux, c'est pas forcément facile. Mais pareil, celui qui est capable, par exemple, de me faire un bon épaulé en suspension dans le cadre du développement de la puissance pour les membres inférieurs, ben, je ferai faire. Puis les autres, j'utiliserai des outils alternatifs. Travail d'éjection, par exemple, avec des medicine balls, travail balistique avec un kettlebell, travail de saut, par exemple, etc. etc. Voilà. Donc, j'ai pas, tu vois, j'ai pas l'outil miracle, mais j'essaye de dégainer à chaque fois le bon outil pour le bon athlète. Mais je pense que c'est aussi la conclusion à laquelle tu arrives avec assez de pratique et avec assez d'expérience, avec des modalités différentes, avec des exercices différents, des systèmes différents. C'est que, et comme tu l'expliques là, tu as des principes par lesquels tu opères, mais ensuite, chaque exercice, c'est un outil à utiliser au bon moment avec la bonne personne
dans le bon contexte. Et il ne faut pas être marié à des exercices. Tu as parlé de l'haltéro brièvement, mais c'est des débats qu'on entend tout le temps, haltéro ou non pour tel sport ou tel sport. Mais comme tu l'as dit, s'il y a déjà des compétences ou que la personne est bien coordonnée, peut l'apprendre rapidement, il y a certainement un bénéfice à le faire parce que c'est des exercices qui sont très complets, qui te permettent de travailler beaucoup de choses en un, avec encore une fois une grande qualité si l'exécution est là. Mais s'il y a des gens qui n'ont peut-être pas la compétence et que tu sais que ça va te prendre 10 heures pour simplement leur faire bouger la barre correctement, ce n'est pas un investissement de temps qui est valable pour toi, quoi. Complètement. Après, tu peux toujours prendre 5 minutes en début de séance pour travailler la mobilité. Je ne sais pas, moi, si le mec, tu as du mal à lui faire travailler un arraché parce qu'il n'a pas de mobilité en overhead, prendre 5 minutes et lui intégrer du travail de mobilité spécifique, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut quand même continuer à les éduquer pour qu'ils aient le plus d'outils possible à terme, aussi pour s'amuser en préparation physique, parce que c'est important. Je pense que plus tu es en mesure de proposer de la variété dans tes séances, plus tu varies tes stimuli, plus ton athlète va progresser, etc., etc. Donc, quand même prendre le temps de les éduquer par rapport à tout ça. Et tu as parlé des sprints, tu as parlé des blessures aux ischios qui arrivent assez fréquemment avec les footballeurs. Est-ce que tu as parlé des différentes façons dont on peut structurer une séance de travail de sprint? Est-ce qu'il y a pour toi, dans ce cadre-là, des exercices ou des choses que les footeux ne font pas assez souvent pour justement pouvoir prévenir les blessures? On a parlé du sprint en tant que tel de manière large, mais ensuite, est-ce que toi, tu vois des exercices un petit peu phares dans ta boîte à outils qui vont avoir un effet vraiment positif là-dessus? Ouais. Pour les lésions aux ischios, de manière générale, vraiment focus sur une chaîne postérieure forte. Et ils ne le font pas. C'est simple, c'est que la plupart des joueurs de foot, ils ne sont pas en mesure de te réaliser déjà un soulevé de terre correct. Ils ne maîtrisent pas le hinge. Ils ne sont pas capables, si tu veux, de te faire une flexion de hanche sans flexion du rachis lombaire. Donc en réalité, c'est des athlètes qui sont très quads dominants. Tu vois, le joueur de foot, souvent, il y a des gros quads. Souvent, il n'y a pas grand-chose au niveau de la chaîne postérieure. Donc déjà, c'est les éduquer à bien bouger pour qu'ils soient en mesure après de réaliser les exercices qui vont leur permettre d'avoir une chaîne postérieure forte. Donc moi, quand c'est possible, je leur fais faire du soulevé de terre. Je leur fais faire du hip thrust pour qu'ils aient un fessier fort. Le principal extenseur de hanche, c'est le grand fessier. D'accord ? Donc, si tu as un grand fessier qui est faible, tu as même un déficit d'activation au niveau de ton grand fessier parce que tu n'as pas une bonne extension de hanche, tes ischio-jambiers potentiellement peuvent bosser pour deux. Donc, moi, c'est gros focus sur le renfort de la chaîne postérieure et faire en sorte que mes ischio-jambiers bossent correctement en synergie avec mon grand fessier. Ensuite, se concentrer aussi sur la biomécanique au niveau du sprint, la biomécanique même lésionnelle. Comment mon athlète s'est blessé. Parfois, c'est associé à une perte de contrôle au niveau du tronc. Donc, il faudra bien paramétrer ton travail de core training en fonction de ce dont tu as besoin. On retrouve beaucoup de tilt antérieur au niveau du bassin sur les lésions au niveau des ischio-jambiers. Donc, quand ton bassin part en tilt antérieur, alors on va peut-être en perdre quelques-uns, mais quand tu antéverses, tu viens mettre en tension les ischio-jambiers. Donc, tu les mets en tension, en plus, tu pousses fort dans le sol, ça peut être problématique. Donc, du coup, chaîne postérieure forte, core training bien paramétré, ça peut être aussi du travail de contrôle des rotations au niveau du tronc. Mettre le paquet sur le travail de renforcement en excentrique, ça c'est toujours d'actualité, et être exposé régulièrement au sprint. Voilà. Et après, il y a une approche plus kiné, forcément en fonction de la localisation de la lésion, intégrer peut-être du travail neurodynamique, etc. Là, il faut vraiment juste un bilan carré, mais si je devrais résumer, une chaîne postérieure forte, mais pour de vrai, parce que à haute vitesse, on pousse fort dans le sol, voilà. Parce que parfois, c'est très timide. On se limite à un peu de travail de renforcement avec un Swiss ball ou au leg curl pour la prévention des blessures, ou sur des nordiques hamstring, sur des nordiques mal réalisés, dans de très faibles amplitudes, avec le tronc qui se casse, etc. Voilà. Et donc, exposition régulière au sprint, peut-être même sprint lesté avec Slade, etc. En gros, c'est bien, je pense, d'avoir au moins une exposition hebdomadaire en plus du match dans le cadre de la prévention des blessures. Ouais, ça, c'est quelque chose Et un truc qui, à mon sens, est primordial, c'est que ton athlète s'est blessé une fois aux ischios, toute sa vie, il bouffe de la prophylaxie, quoi. Le facteur de risque numéro 1 de blessure aux ischio-jambiers, mais c'est la récidive. Et le facteur de récidive, de blessure, peu importe la pathologie, c'est la récidive. Donc pour moi, un athlète qui s'est fait une entorse de cheville, il va bouffer de la prophylaxie spécifique. Un athlète qui s'est fait une lésion au quadriceps, pareil, etc. etc. Voilà. C'est être constant. Souvent, tu te rends compte, hein, j'avais arrêté mes exercices. Ah ouais, mais là, je reviens de vacances. Souvent, en fait, la problématique, elle te saute à la gueule comme ça. Et on a tendance à vouloir chercher la petite bête, complexifier nos prises en charge, alors qu'en réalité, les fondamentaux ne sont pas là, les basiques ne sont pas là. Ouais, et comme tu as mentionné avant,
une exposition hebdomadaire au sprint. Ça, c'est un point que j'essaie de mettre en avant avec l'équipe de rugby. On est amateur, on s'entraîne que 2 fois par semaine, mais une fois par semaine, après un bon échauffement, après des gammes athlétiques, on va faire, même si c'est juste 2-3 répétitions de sprint avec intensité max, avec du repos convenable entre les répétitions. Comme tu l'as dit, juste pour qu'il y ait ce stimuli, que même si pendant 1 ou 2 matchs, il y a peut-être pas de sprint maximaux qui vont se faire, ce qui est en général pas le cas, mais on veut qu'ils aient cette exposition pour que voilà, dans 2-3 semaines, si une fois il s'avère qu'ils courent un petit peu plus vite que d'habitude, eh ben, ils ont l'habitude de le faire. Le corps sait comment s'organiser et comment réagir, plutôt que d'avoir, comme tu as dit, le stimuli du sprint qui se fait en match uniquement, qui n'avait pas été préparé, et c'est là où ça pète. C'est intéressant ce que tu as dit. Tu as dit intensité max. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Il ne faut pas être timide par rapport à ça. Parce que les mecs disent ah, c'est bon, j'ai sprinté à l'entraînement, etc. Et en réalité, ben, il est jamais à 100%. Il n'y a que le jour du match. Donc vraiment, faire en sorte, trouver les outils pour qu'ils soient en mesure de sprinter pour de vrai, soit les mettre en concurrence les uns par rapport aux autres, soit les chronométrer, etc. Mais le faire et le faire pour de vrai, quoi. Ouais, les faire se chasser par groupe, c'est un truc qui marche Ah, d'enfer. ouais, Tu peux faire sprinter n'importe qui. Si tu le mets dans un cadre de jeu, il y a des sourires, ça rigole, et c'est tu mets vraiment un peu de bien. compétition. Ouais, complètement. Un petit peu de compétition. Un truc qu'on me demande souvent, c'est comment est-ce que tu gères les temps de repos? Parce qu'en général, le prépa, il va être un petit peu frileux de donner 2, 3 ou 4 minutes de repos entre des sprints de haute intensité, parce que tu as les coachs qui te regardent, qui disent mais qu'est-ce qu'il est en train de faire avec mes joueurs? Un truc tout simple, c'est de mettre un ballon et de les faire travailler avec des trucs très, très simples, de très, très basse intensité sur du Ouais. skill. Et ça te permet de combler un petit peu ces temps de repos qui sont importants, comme je l'ai dit avant, pour répéter ces intensités maximales. Complètement. Euh, Yes, yes, pour, yes. pour ce qui est de… Donc, on a parlé du renforcement, tu as parlé de la chaîne postérieure. En termes de fréquence de travail par semaine, pour le renforcement, pour tes joueurs à toi, qu'est-ce que tu préconises à l'intersaison, en pré-saison, pendant la saison? Comment est-ce que tu organises ça sur la semaine? Alors pour moi, ça, c'est vraiment joueur dépendant. Tu as des joueurs qui sont habilités à supporter des gros volumes, des grosses charges d'entraînement, d'autres d'expérience beaucoup moins en fonction de leur historique, en fonction de leur génétique, en fonction de leur calendrier respectif, etc. Mais de manière générale, dans le football, il y a cette culture d'aller presque tous les jours en salle de musculation, c'est juste avant l'entraînement. Donc en général, on fait avec. Ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir 2 vraies séances en termes de développement des qualités de force. Et les autres séances, on va mettre le paquet plutôt sur la mobilité, sur la prophylaxie, etc. Mhm. Voilà. Et ça, c'est… Et ça, En off-season, je peux bosser tous les jours. Voire, là, j'étais avec un joueur dans le sud de la France. C'est un mec qui est capable de supporter des grosses charges de travail. On a bossé quasiment tous les jours, 2 fois par jour. et là, quand il en est de on va dire, de l'organisation des différents types de travaux sur la semaine, est-ce que tu vas peut-être tu vas peut-être splitter un jour haut du corps, un jour bas du corps, Ouais, pour un c'est ce joueur que je comme fais. ça avec qui tu travailles fréquemment, Ouais, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais en général. Je split haut du corps, bas du corps. Hmm. En général, je fais une séance de force, une séance de développement des qualités de vitesse dans la même journée. Ouais. Par contre, on essaie d'être vraiment carré sur la diète, sur le repos, etc. S'il y a le moindre signe d'alarme ou de surentraînement, on lève le pied. Je fais 3 jours comme ça. Ensuite, je fais un jour où je fais soit un peu de capacité aérobie ou soit je fais qu'une séance de récupération et on repart comme ça. Là, on a bossé comme ça pendant quasiment 2 semaines. Là. Mhm. Ensuite, il a eu une semaine de décharge et il a repris avec le club. Ok. Et donc, comme tu l'as bien dit, on parle de tous ces entraînements, de cette charge de travail. Pour toi, quels sont les prérequis en termes de récupération, en termes de rythme de vie, des choses qu'il faut mettre en place à la maison? On parle des 23 autres heures qu'on ne passe pas à la salle ou sur le terrain. Quels sont les Ouais, prérequis de ce côté-là pour toi, pour qu'un joueur puisse vraiment se donner à fond dans ses entraînements, en tirer les bénéfices et pas peut-être aller un petit peu trop loin? ouais, ouais. Bah, écoute, moi, c'est toujours pareil. Hein, c'est les fondamentaux, les 3 piliers fondamentaux. Je répète toujours à mes stagiaires en formation, il n'y a pas de pilule magique, no magic pills. Souvent, quand on va voir le kiné, on a envie d'avoir la dernière technique à la mode en termes de récupération. Alors, tout le monde veut s'acheter des bottes de récup, utiliser la cryothérapie, le dernier massage, la dernière manipulation, les floss bends, le pistolet de massage, la dernière supplémentation. Et pour moi, il y a juste 3 choses à respecter, c'est dormir suffisamment, intégrer des siestes si besoin
bien manger. Moi, c'est vraiment quelque chose pour moi aussi que j'essaye d'apporter à mes athlètes, c'est en termes d'éducation et bien planifier ses entraînements. Voilà, c'est les trois fondamentaux. Et puis après, le reste, c'est 5%, quoi. Tout ce qui va être massage, récup, respiration parasympathique, supplémentation, etc. Mais la diète, tu vois, nous, on a quand même dans les sports de combat, moi qui viens des sports de combat, cette culture de bien manger. Mhm. Euh, Parce qu'on a un sport déjà à catégorie de poids, donc c'est quelque chose qui est très important pour nous. On a énormément de volume d'entraînement par rapport aux autres sports parce qu'on s'entraîne tous les jours au moins 2 fois par jour. Voilà. Alors dans le football, non, tu te retrouves avec des athlètes professionnels qui mangent n'importe comment, quoi. Mhm. Et voilà. Comment Donc est-ce que j'essaie tu vraiment de réguler par rapport à ça. ouais. Avec certains joueurs, c'est top. Là, par exemple, avec le joueur avec qui j'ai fait la pré-saison, on avait un cuistot avec nous. Donc c'était top. Il y avait juste à lui dire ce qu'il fallait préparer en termes de quantité, en termes de répartition des différents macros, il le faisait. Après l'entraînement, on avait le shaker avec des fruits frais, avec la whey, avec la créa dedans et tout. Donc c'était tip top. Mhm. Avec d'autres, c'est un petit peu plus poussif. Ouais, bah je pense que c'est l'avantage quand tu es dans un cadre comme ça où tu peux vraiment gérer tous les paramètres avec cet athlète avec qui tu as travaillé pendant ces quelques semaines. Tu l'as dit, la nutrition, le fait d'avoir quelqu'un à la maison qui te fait à manger, on n'y pense pas, mais ça apporte une différence qui est monstrueuse quand il n'y a pas besoin de réfléchir. Et c'est là vraiment que peut-être la différence se fait et se voit entre une personne lambda qui fait du sport et un athlète. L'athlète, c'est que tout ce qui est de la nutrition va être complètement intégré dans sa routine. Il n'a pas besoin d'y penser ou il doit juste simplement le faire au bon moment et les bonnes quantités, comme tu l'as dit. Euh, et cette nutrition-là, pour toi, quel impact elle a sur les entraînements, sur les retours en termes de performance, etc., de Ça fait tout. ressenti? Ça fait tout, ça fait tout. Pour moi, c'est indissociable du travail qui est réalisé sur le terrain, quoi. Pour moi, c'est avoir l'énergie qu'il faut au bon moment pour performer, pour récupérer, pour pas se blesser, etc. Moi, j'essaie vraiment d'éduquer mes athlètes par rapport à ça. Dès que je bosse avec un athlète, de toute façon, il reçoit un PDF complet personnalisé sur la nutrition. Mhm. Parce qu'encore une fois, pour moi, c'est vraiment indissociable du reste. Quand je passe du temps avec eux ou pendant les phases de récup en musculation ou après les séances ou pendant les séances de récupération de massage, eh ben, on parle nutrition, on parle sommeil, etc. Vraiment, l'idée, c'est de les rendre proactifs sur la manière de s'entraîner, sur la manière de récupérer. Je pense qu'une fois qu'un athlète comprend pourquoi il fait les choses, pourquoi il fait tel exercice, pourquoi il fait tant de reps, pourquoi il travaille avec cette charge, pourquoi il a besoin de tant de temps de récup, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il mange ci, qu'il mange ça, pourquoi il a besoin de dormir, s'il comprend pourquoi il fait les choses, il devient proactif sur sa manière de s'entraîner et là, tu as tout gagné. Vraiment, c'est important pour moi d'avoir en tout cas, j'ai presque envie de dire d'avoir des athlètes intelligents, quoi. Ouais, comme tu as dit, et leur donner une certaine autonomie dans ce qu'ils font aussi, comme tu l'as dit, si tu leur donnes les clés, si tu leur apprends les fondamentaux, ensuite, eux, ils peuvent aussi avoir leur choix, leurs choses à dire et décider de la meilleure façon de faire qui leur convient, en sachant qu'on a ses bases, on a ses principes, mais après, chacun peut opérer de manière Ouais, individuelle complètement. dans ces paramètres-là. Complètement. C'est con, mais tu demandes à un athlète de se supplémenter, par exemple, peu importe la supplémentation, s'il ne comprend pas pourquoi il se supplémente, il va vite, tu vas partir, il va arrêter, en général. Voilà. Parce qu'il va oublier, parce que ça va le gonfler de faire la commande, etc., etc. Donc voilà, c'est l'éduquer. Voilà. Pourquoi tu manges ci, pourquoi tu manges ça, pourquoi tu t'entraînes comme ci, pourquoi tu t'entraînes comme ça. Et puis c'est top. Tu as parlé des sports de combat. Quel sport de combat tu as pratiqué, toi, dans le passé? Alors moi, j'ai pratiqué le MMA depuis très longtemps. J'ai 3 combats professionnels en MMA. J'ai Mhm. beaucoup de combats amateurs aussi dans les différents sports que concerne le MMA. Et donc voilà, j'ai gardé un pied dedans. Maintenant, je suis en charge de la performance dans un gros club à Paris et j'ai beaucoup de combats en pro, en boxe, en MMA, en grappling, Mhm. voilà, que j'encadre. Comment est-ce que tu vois le développement du MMA en tant que sport, vu que tu as dit que ça fait longtemps que tu le pratiques, ou tu as commencé tôt, on va dire, par rapport à l'âge de la discipline, qui est quand même assez jeune. Quelles a été les plus grosses évolutions que toi tu as vues au sein de ce sport-là depuis tes débuts? Alors déjà, moi, quand j'ai commencé le MMA, donc Mixed Martial Arts, donc un mélange d'arts martiaux, ça s'appelait pas comme ça. Déjà, c'était un peu moins édulcoré, si tu veux, ça s'appelait le free fight, ou le combat libre, ou même le mot brésilien vale tudo, ça veut dire tout est permis.
Donc déjà, juste au niveau des règles, ça a énormément évolué. Je ne sais pas si tu as vu des images des fois des premiers UFC ou des combats au Pride. Euh, les combattants étaient beaucoup plus libres dans leur choix de leur technique. Mhm. Par exemple, on pouvait faire un penalty, donc la tête qui était au sol, on pouvait lui shooter dans la tête avec le pied, chose que l'on ne peut plus faire maintenant. Donc il y avait des combats qui étaient même réalisés sans gants au départ au Brésil. Et lors des derniers Vale Tudo, il n'y avait pas forcément de catégorie de poids aussi sur les tout premiers événements MMA. Donc, juste déjà au niveau des règles, ça a énormément évolué. Maintenant, tu vois, on n'a jamais d'accident grave, par exemple, en MMA. Donc, au niveau des règles, ça a énormément évolué. Il y a beaucoup plus d'événements, donc c'est super pour nos athlètes. C'est beaucoup plus facile de combattre. Moi, à mon époque, c'était très compliqué de trouver des combats. Mhm. Et puis surtout, depuis maintenant un peu plus d'un an, le MMA est légal en France. Donc, c'est le dernier pays d'Europe euh, pour lequel le MMA n'était pas autorisé. Donc c'est tip top. On va voir fleurir là les événements en France. Il y a eu une grosse organisation qui s'appelle le Bellator, qui est une des Mhm. organisations concurrentes de l'UFC, qui a eu lieu à Bercy il y a quelques mois. Donc, il y a deux athlètes avec qui je bosse qui ont combattu là-bas, dont la première féminine à avoir combattu du coup en MMA dans une organisation majeure en France. Et là, dans les prochains mois, je pense que l'UFC va venir. Donc, c'est top pour nous tous. Voilà. Tu l'as dit Ouais, et en termes de pratiquants aussi, ça explose, quoi. Toutes les Mhm. salles sont pleines, etc. Du coup, maintenant, on a une vraie fédé. La pratique, elle est vraiment très encadrée. On va avoir aussi des belles compétitions amateurs. Donc, c'est super. Tu as parlé des débuts du MMA et Mhm. où on voyait encore des spécialistes de certaines disciplines qui arrivaient à s'en sortir sans nécessairement maîtriser beaucoup de disciplines, qui est un peu le nerf de la guerre dans le mixed martial arts. C'est vraiment avoir un panel de compétences qui est large par Ouais, rapport à ce que tu dois faire, que ce soit mhm. debout, que ce soit avec les pieds, que ce soit au sol. Euh, pour toi, quelles sont les disciplines clés à absolument maîtriser pour quelqu'un qui veut performer en MMA? Alors, tu as tout dit. Malheureusement, maintenant, il faut être bon partout. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque où tu avais un mec très fort au sol qui affrontait un boxeur. C'est d'ailleurs comme ça que la popularité du jiu-jitsu brésilien est née. Parce qu'il y avait un des frères Gracie qui est arrivé à l'UFC en 93 et sur un tournoi, il a soumis tout le monde alors qu'il faisait que 80 kilos. Il était en kimono, lui. Et il a soumis tout le monde avec des clés de bras, des étranglements. Il est devenu le premier champion de l'UFC. À l'heure d'aujourd'hui, les athlètes savent tout faire. Ils sont forts en lutte. Donc la lutte, c'est vraiment super important parce que c'est ce qui va te permettre de choisir où est-ce que le combat va avoir lieu, soit debout, soit au sol, etc. Donc c'est super important. Mhm. Le meilleur exemple, c'est Khabib, qui s'est retiré invaincu après avoir battu Conor McGregor. Mhm. Et Dustin Poirier, avant de se retirer. Il faut être fort en percussion. Hein. Maintenant, il y a de plus en plus de volumes de coups qui sont changés en MMA. Et puis, il faut aussi être fort au sol pour soit chercher à soumettre son adversaire ou au moins chercher à ne pas se faire soumettre. Il faut aussi être très fort dans toutes les transitions. Voilà. Donc maintenant, faut vraiment être complet. Il n'y a plus, mais ça a un charme aussi. Donc on n'a plus ces oppositions de style, là, si tu veux, comme on pouvait avoir avant. Dans les premiers events, tu avais des mecs qui arrivaient en kimono de karaté, un mec qui arrivait avec un short de boxe, qui se la foutait sur la gueule. Alors c'était sympa, tu sais, ça faisait vraiment tournoi comme dans les films. Voilà. Ouais, c'était des mondes qui se rencontraient souvent pour la première fois et c'était un petit peu le débat au début, c'est quelle est la meilleure des disciplines, quelle est Ouais, la ouais. discipline phare. Pour toi, si tu devais nommer une discipline qui est supérieure aux autres, quand il y a, on va dire, une opposition comme ça entre deux pratiquants qui seraient, on va dire, ultra spécialisés dans une discipline, est-ce que ça va dépendre de qui il a en face de lui ou est-ce qu'il y a quand même une discipline qui, Alors, une fois que tu fais toutes les oppositions, va ressortir si, comme… si on a deux adversaires, dont un qui ne connaît vraiment rien au sol, Hmm. alors le pratiquant de luta livré ou de jiu-jitsu brésilien, il va gagner parce qu'il va emmener son adversaire dans un domaine dans lequel il est complètement perdu. Mhm. Voilà. Mais sinon, pour le combattant moyen, avoir une bonne base en boxe anglaise et en lutte, on est déjà pas mal. Donc on est fort en percussion et on a une bonne lutte pour ne pas se faire emmener au sol. On commence à avoir un combattant dangereux. Si on parle du sport en lui-même, encore une fois, mais qu'on va maintenant vers l'avant, où Mhm. est-ce que tu vois avancer le sport du MMA dans les années qui viennent, dans les décennies à venir? Qu'est-ce que toi, tu aimerais peut-être voir de ce sport au fur et à mesure qu'il évolue? Ouais, je pense déjà que ça devient un vrai sport majeur. On le voit sur tous les chiffres d'audience, notamment. À l'heure actuelle, tout le monde connaît le MMA, ce qui n'était pas encore
le cas il y a juste quelques années. Donc déjà, je pense, et puis j'espère surtout que ça va s'imposer aussi comme un sport majeur en France, qu'on va avoir des belles organisations en France et surtout beaucoup de champions français. Et ça, j'en doute pas, parce qu'il y a des académies qui fleurissent de partout et on a vraiment des viviers de combattants qui sont talentueux, travailleurs, etc. Donc voilà, voilà comment je vois les choses et je pense que la popularité va continuer de croître. On a parlé du Parce que c'est un sport. sport, parce que c'est un sport spectacle, quoi, tu vois. Et c'est plus compliqué pour un néophyte de regarder un 12 rounds de boxe anglaise que de regarder un 3 fois 5 minutes où il se passe un peu plus de choses dans la cage, etc., etc. Euh, si tu as un avis là-dessus, quel est ton avis de l'aspect un petit peu, entre guillemets, populaire que la boxe prend? Alors, pas bien sûr dans les cercles professionnels, mais on voit on va dire des personnalités, que ce soit de réseaux sociaux, que ce soit des strongman aussi qui vont se livrer à des combats de boxe. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de positif? Est-ce que c'est quelque chose de négatif pour le sport? Alors, la seule chose qui pourrait être positive, c'est que ça donne de la visibilité pour le sport, que ce soit parce que ce sont des personnalités médiatiques qui le pratiquent ou parce qu'il y a du trash talk. On le voit aussi que le MMA, c'est avant tout un show, si tu veux. Voilà, il faut savoir se vendre. Donc ça, c'est peut-être le côté positif. Après, moi, honnêtement, ça me casse un peu la tête. Je regarde jamais ces combats-là et je trouve que ça fait un petit peu tâche. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Mais voilà, si ça donne de la visibilité, ça permet. C'est dur si tu veux. C'est dur pour certains athlètes aussi qui ont un niveau sportif qui est vraiment très intéressant, qui ont du mal à joindre les deux bouts, à gagner des sous avec ce sport-là. Et quand ils voient un Charlot arriver et gagner plusieurs dizaines de millions d'euros sur un combat comme ça, quoi. Mhm. Voilà. En Et- réalité, je leur donne pas trop de crédit et je m'y intéresse pas beaucoup. Ok, et donc pour ces combattants dont tu parles, qui sont sérieux, qui se dédient à leur sport, qui s'entraînent énormément, une semaine pour un combattant de MMA qui soit pro ou qui tende vers le professionnalisme, une semaine d'entraînement, ça ressemble à quoi en termes des différentes disciplines qu'il faut Ouais. travailler, des différents paramètres, etc. Une semaine d'entraînement, déjà, c'est souvent 2 entraînements par jour, au moins 5 à 6 jours sur 7. Hmm. Donc, moi, les gars avec qui je travaille, par exemple, ils ont 2 séances de préparation physique hebdomadaire, jamais plus. Il n'y a pas la place pour faire plus. Sauf quand je suis sur un site de développement de la force max et ou d'hypertrophie et que je sors de ma planif ondulatoire, je peux rajouter une troisième séance hebdomadaire. Et ensuite, ils s'entraînent dans toutes les disciplines. Donc, ils s'entraînent à la fois en lutte, à la fois au sol, à la fois en boxe et des entraînements spécifiques en MMA avec une à deux séances de sparring par semaine. Voilà. Pour ce qui en est de la Et préparation. souvent, c'est des athlètes qui bossent à côté. Ouais, parce que comme tu as dit, c'est pas encore un sport qui est assez, entre guillemets, reconnu, où il y a assez d'envergure pour faire en sorte que les meilleurs dans le sport puissent en vivre quotidiennement. Complètement. Complètement. Alors là, ça commence à arriver quand même. Il y a pas mal de Mhm. mecs avec qui je bosse là, qui ont, grâce aux sponsors, ou ils ont signé dans des organisations où il y a un petit peu plus d'argent, ou parce qu'ils arrivent à vendre leur image, notamment sur les réseaux, qui commencent à arriver à s'en sortir. C'est clairement pas. Voilà. En tout cas, quand tu as envie de devenir combattant de MMA, il ne faut pas faire ça pour l'oseille. Ça, c'est sûr. Tu as parlé du peu de préparation physique qui peut être fait dans la semaine, du fait de la charge d'entraînement que demande le sport en lui-même. Donc, comment est-ce que tu structures ces séances de préparation physique au cours de la semaine pour un combattant? Alors, moi, mon organisation, que j'utilise avec quasiment tout le monde, encore une fois, out of camp, donc quand je suis à distance des combats. J'ai une première séance en début de semaine sur fond de fraîcheur, physique, nerveuse, etc. Où je vais avoir un petit bloc d'explo. Ensuite, je vais avoir toujours mon système lower body, upper body, où je vais chercher à impacter souvent la force maximale, en tout cas sur le plan postérieur. Et j'ai toujours ma partie core training et ma partie conditioning. Dans mon conditioning, comment est-ce que je m'organise sur la répétition d'efforts à haute intensité sur la première séance de la semaine, sur la deuxième séance sur du spécifique MMA, donc nous, on a la chance de pouvoir se caler sur le format du combat. Donc, ça peut être 3 fois 5 minutes, par exemple, de travail intermittent avec les différentes composantes que l'on va retrouver dans le combat. Une fréquence cardiaque qui monte très haut, des gestes explosifs et du travail de résistance. Par exemple, il y a énormément de phases isométriques en MMA. Le contenu, je vais l'adapter en fonction de mon athlète, en fonction du game plan, de la stratégie et en fonction aussi des retours qu'il me fait et que ses coachs me font. Ça, c'est la première séance de la semaine.
La deuxième séance, je retire mon petit bloc d'explo. Il y a déjà un petit peu de fatigue qui s'installe et j'inverse mes patterns. Voilà en gros comment je m'organise. Et encore une fois, si je dois après impacter de manière spécifique la force max et ou l'hypertrophie, je peux rajouter une troisième séance hebdomadaire. Et pour ce qui en est de la répétition d'efforts explosifs, tu as parlé de. Est-ce que tu t'axes plus sur le travail spécifique, donc ça va être fait avec des mouvements de MMA ou de boxe, etc., ou est-ce que tu vas aller sur du général? Alors, quand je suis sur ma période d'affûtage, en toute temps de préparation, je vais vraiment être que sur du spécifique. Ça peut être au sac, par exemple. Mhm. Et sinon, quand je suis à distance, eh ben, j'essaye d'être quand même spécifique avec un paramètre fondamental qu'il ne faut pas oublier, qui est souvent négligé en préparation physique, c'est la production de force dans le plan transverse. C'est pas assez travaillé dans les sports co, par exemple, pour les changements de direction. Ben, nous, en boxe, si on ne fait pas ça, c'est qu'on n'a rien compris. Donc, tout ce qui est travail d'éjection, medicine ball, je le fais. Tout ce qui est travail de rotation avec une barre, donc c'est le landmine press. Donc, j'essaye d'intégrer du travail de production de force dans le plan transverse et du travail d'explos sur ce pattern d'extension de hanche avec des mouvements balistiques, avec du swing, par exemple. Donc, ce pattern-là, être en mesure d'exploser, de répéter les efforts explosifs sur ce pattern d'extension de hanche, c'est super important. C'est ce que tu vas retrouver quand tu vas kicker, c'est ce que tu vas retrouver quand tu vas sprawler, donc défendre une emmenée au sol, c'est ce que tu vas retrouver quand tu vas partir sur les takedowns, c'est ce que tu vas retrouver quand tu vas ponter au sol, quand un adversaire qui est sur toi et que tu t'en débarrasser. Donc, je ne suis pas spécifique. De toute façon, je ne suis jamais en train d'essayer de reproduire le geste sportif. Hein. Je ne suis pas du tout fan de cette approche-là. Mais en tout cas, je me rapproche des patterns de mouvement que tu vas retrouver dans la discipline. Est-ce qu'à ton avis, il y a un équilibre autre que 50-50 en termes de travail haut du corps, bas du corps pour un combattant de MMA et je te pose la même question ensuite pour peut-être un combattant en boxe. Ou est-ce que pour toi, c'est vraiment, faut tout travailler avec le même focus? Alors, j'aime pas faire ça. J'aime toujours avoir de l'équilibre dans mes séances parce que sinon, j'ai l'impression de jouer à l'apprenti sorcier. Tu sais, attends-toi, tu as un plan postérieur qui est plus faible que ton plan antérieur, donc je vais te faire du ratio de 2 sur 1 ou de 3 sur 1 et tu rentres dans des branlettes intellectuelles qui n'ont pas de sens. Je pense que si tes séances sont correctement structurées, et ben ton athlète il va se rééquilibrer de manière progressive. Ensuite, il faut savoir qu'en boxe, comme en MMA, quand on voit comme ça de loin, on a l'impression qu'il faut avoir un haut du corps hypertrophié, mais toute la puissance, elle vient des cannes, elle vient des membres inférieurs. Et le boxeur, il va être en mesure en réalité de transférer la force des membres infs vers les membres sup. Donc des membres infs puissants, un corps CORE, donc tous les muscles profonds au niveau du tronc puissants, et ensuite le transfert vers les membres supérieurs. Certains préparateurs physiques, ils aiment bien dire from the feet to the fist. Voilà. Ouais, comme tu as dit, c'est de là où part la puissance. Et si tu as des jambes qui sont faibles, surtout si tu es un combattant en boxe qui va faire pas mal de rounds, il faut tenir sur ses jambes, il faut continuer à bouger, il faut rester fort, rester explosif et comme tu as dit, pouvoir générer cette puissance depuis le bas. Tu vois, en boxe anglaise, par rapport au déplacement, c'est encore autre chose. Hein. Ils doivent vraiment avoir des qualités de pliométrie basse encore plus développées que les nôtres. C'est pour ça que la corde à sauter, notamment, c'est pas par hasard. Puis ils doivent aussi être capables, en tout cas pour les plus aguerris, de tenir 10 à 12 rounds, quand nous, on n'a qu'à faire 3 fois 5 minutes. Pour juste revenir sur ce que tu as dit avant, j'aime bien, comme tu es revenu à l'idée de la simplicité dans la façon de programmer tes séances, que tu n'as pas de ratio spécial, etc. C'est vraiment, on va travailler du renforcement, on va s'assurer de cocher toutes les cases et ça, sur le long terme, bien sûr, ça va être au service de l'athlète. Ouais, complètement. Complètement. Des athlètes complets qui se développent de la manière la plus harmonieuse possible sur le long terme. En tout cas, c'est complètement mon approche. Plus j'avance, plus j'essaye de simplifier les choses en réalité. Si on parle maintenant, c'est un sujet dont je t'ai entendu parler auparavant, c'est l'équilibre travail et personnel. Comment est-ce que toi, tu gères ça, que ce soit au quotidien ou de manière hebdomadaire? Comment est-ce que tu trouves un bon équilibre entre ton travail qui est aussi ta passion et ta vie privée, que ce soit pour toi, pour ta famille, etc. Alors, j'ai de la chance. J'ai vraiment réussi à me dégager du temps. Là, ces dernières années, je fais beaucoup moins de choses. Je me concentre sur le travail en équipe nationale et sur mes 2 jours à temps plein où je fais de la préparation physique pour mes combattants. Et je m'accorde 2 à 3 heures par jour où je suis devant mon ordinateur parce que je fais énormément de suivi à distance. J'ai aussi développé une web application pour la préparation physique pour les sports de combat. Et le reste du temps, c'est du temps que je prends pour moi et mes proches uniquement. Je suis passé par des moments plus compliqués où j'ai frôlé le burn-out, hein, où je faisais jongler entre la kiné, la préparation physique,
Je partais en déplacement sur des combats. Je partais avec le foot. Je partais chez un joueur à l'étranger. J'allais donner des formations le week-end. Voilà. Je, je pense que c'est le problème de beaucoup de passionnés. C'est des fois, tu es tellement passionné, tu as envie de tout faire. Et puis, non. Voilà. Qui veut aller loin, ménage sa monture, quand même. C'est Et, une belle en tout cas, je suis de très mauvais conseils pour ça. Ouais. Mais on va quand même essayer pour ceux qui peut-être sont dans ce cas-là ou ce cas de figure où voilà, beaucoup de travail, pas beaucoup de temps pour soi. Qu'est-ce que tu préconiserais avec le recul, de par ton expérience? Ceux qui ont du mal un petit peu comme ça à gérer, donc temps de travail, temps perso, peut-être prendre un agenda, se dire ok, de tel créneau horaire à tel créneau horaire, c'est fait pour le taf et le reste, je déconnecte complètement. Moi, je te dis pas de conneries, ça m'arrive encore. Enfin, me réveiller en pleine nuit, putain, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça. Et tac, j'envoie une séance, j'envoie une consigne sur WhatsApp à un de mes athlètes, je rédige un mail. Voilà, donc vraiment réussir à s'imposer des temps où on déconnecte complètement. Mhm. Je sais que c'est pas facile à faire pour tout le monde, mais Une dernière question pour toi, Rémi, et ce serait, est-ce que tu as un conseil pour les coachs qui souhaitent à terme travailler avec des athlètes ou de manière prépondérante avec des athlètes ou uniquement avec des athlètes qui, à l'heure actuelle, peut-être travaillent avec un petit peu des deux ou avec plus monsieur et madame tout le monde. Comment est-ce qu'on peut faire cette transition ou qu'est-ce qu'on doit faire au jour le jour en tant que coach pour peut-être un jour pouvoir prétendre à faire ce travail avec des athlètes tous les jours? alors je pense déjà qu'il ne faut pas forcément s'obstiner à vouloir bosser qu'avec des athlètes de haut niveau. Je pense que déjà, il faut se former et se former continuellement. Parce que la science de l'entraînement, comme la science en kinésithérapie, elle évolue à vitesse grand V. Donc, c'est la formation continue. Donc, au-delà du fait de rester à jour en termes de connaissances, tu vas aussi te développer un vrai réseau. Moi, j'ai rencontré énormément de confrères avec qui je continue à échanger et que je continue à bosser pendant mes formations. Donc, ça, c'est un. Ensuite, deux, c'est bouffer du terrain. Bouffer du terrain et pas forcément avec des athlètes de très haut niveau. Au début, commencer avec des athlètes amateurs. Et crois-moi que si tu as des résultats parce que tu bosses correctement, et ben cet athlète amateur va t'en envoyer un autre, qui t'en enverra un autre, et puis à un moment, tu seras sous l'eau. En général, ça se passe comme ça. Et ensuite, c'est être patient. Tout vient à point à qui c'est attendre. Bosse, sois passionné, forme-toi et les opportunités, elles viendront forcément. Je pense que c'est un très, très bon conseil, surtout le dernier que tu nous as partagé là. Rémi, c'était un grand plaisir de te recevoir sur le podcast. Euh, pour ceux qui souhaiteraient suivre tes travaux, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur les réseaux sociaux, je poste souvent des petites stories comme ça sans trop me casser la tête. Rémi Physio, voilà, sur Instagram. Euh, voilà. Et je voulais aussi, donc, j'ai entendu parler de toi il y a déjà un petit bout de temps, mais alors, j'avais pas encore écouté tes podcasts. Et hier, dans le train, j'ai écouté un de tes premiers podcasts là, sur la mise à jour en termes de filière là, énergétique. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment carré. Voilà, donc c'est tip top. Je vais aller écouter les autres rapidement. Ah, super. Bah, écoute, je te remercie. Merci du petit mot par rapport à cette vidéo. C'est une vidéo qui marche assez bien. Les gens l'ont appréciée. On arrive gentiment à l'heure de la version 2.0. Il faut que je la mette à jour avec tout ce que j'ai Ouais, ça appris me donne cette dernière année. Mais comme tu as dit, on n'arrête pas d'apprendre et c'est pas. important de continuellement se mettre à jour. Rémi, merci encore une fois d'être venu sur le Merci. podcast et Merci à toi. Merci beaucoup pour l'accueil. à tout bientôt. Ciao. Prends soin de toi. Salut. Salut.